Quel est le meilleur ETF S&P 500? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à travers un comparatif complet que j'ai créé qui regroupe les 22 ETF disponibles en tant que français. On verra aussi est-ce qu'il est préférable d'avoir un ETF S&P 500 sur un PEA ou sur un compte titre, et notamment lorsqu'on prend en compte les frais de gestion des ETF et au-delà de ça la partie fiscalité. Et pour certains d'entre vous, vous allez être étonnés du résultat final. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc ici on a la liste des 22 ETF qui sont accessibles en tant que français, parce que pour pouvoir investir sur certains ETF, il faut qu'en Europe on ait la norme qui est ici, que vous pouvez voir, qui est la norme UCITS. Sinon, il n'y a pas accès. Donc, il y a des ETF qui ont encore moins de frais sur le S&P 500, mais qui malheureusement, si on habite en France, on ne peut pas les acheter. Donc, il faut soit être hors de France, des fois même hors Europe, etc. Pour vous expliquer un petit peu le tableau, on va avoir la taille ici du fonds. Donc, j'ai trié de la taille la plus importante en termes de fonds à la plus faible. Donc il y a aussi, il me semble, 2 ETF autres que j'ai enlevés parce que vraiment il y a une très très faible taille, mais ça va de 70 milliards à 81 millions. Donc il y a une grosse différence. Donc le fonds le plus capitalisé sur le S&P 500, c'est celui-ci. C'est un ETF de chez iShares, donc de chez BlackRock, qui est le S&P 500 UCITS ETF. Donc son ticker, il est ici. Donc si vous le recherchez sur des courtiers, il vous suffit de taper SXR8, vous pouvez le trouver. Donc c'est un ETF que vous retrouvez sur tous les courtiers, que vous soyez sur Trade Republic, Interactive Broker, De Giro, etc. Vous allez pouvoir le trouver. Au niveau des frais, on est à 0,07%. Il est capitalisant, donc il ne verse pas de dividendes. Réplication complète, donc ça c'est quand même assez important. Moi, c'est un élément que j'aime bien regarder. C'est est-ce que finalement ils ont bien l'actif sous-jacent réellement, ou est-ce que c'est plus un ETF à réplication synthétique où il va y avoir un swap de performance, donc avec quand même un risque de contrepartie qui normalement est faible, mais qu'il faut quand même prendre en considération. Il y a du coup quand même ce risque de contrepartie. Donc là, on est sur la réplication complète. Donc concrètement, les 70 milliards ici sont des actifs avec bien entendu le sous-jacent en dessous. Donc des actions Apple du S&P 500, des actions Amazon, des actions Tesla, etc., etc. Et la devise, on est sur du dollar. Il n'est pas éligible au PEA. Vous allez le voir, pour le PEA, il y en a 4 qu'on va détailler. Mais juste avant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a aussi d'autres qui peuvent être pertinents. Typiquement, on a le Invesco juste ici, le P500, qui est accessible lorsqu'on est en France, qui a des frais de 0,05%. Donc franchement, c'est extrêmement faible. Par contre, lui, vous voyez, il y a un swap ici. Donc ce n'est pas de la réplication complète. Même s'il est très bien capitalisé, 17 milliards. Mais pour savoir est-ce que c'est une réplication complète ou un swap de performance, ou une réplication synthétique, concrètement, il faut aller souvent sur des sites comme JustETF, où là, vous allez pouvoir les comparer entre eux, etc. Par contre, en termes de frais, il est assez faible. Un des ETF, d'ailleurs, avec les frais les plus faibles, c'est celui-ci. C'est un ETF de chez SPDR, donc le SPDR SP500 UCITS ETF. Donc son ticker, c'est SPY5. Lui, on peut voir, il est à 0,03% avec de la réplication complète à 6,5 milliards. Donc c'est aujourd'hui quand même l'un des meilleurs ETF si on prend finalement la partie frais et la partie réplication complète. Par contre, il est distribuant. Donc c'est un ETF qui verse un dividende. Donc malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas un ETF parfait avec des frais à 0,03, capitalisant, réplication complète, énormément de capitalisation en termes de montant. Donc un des ETF qui va être le plus pertinent si vous êtes sur un ETF qui est capitalisant, franchement, ça va être celui de chez iShares, donc de chez BlackRock, qui est juste là, 0,07 capitalisant, réplication complète, très très gros ETF. Donc c'est pas le fonds est largement rentable aujourd'hui pour le gestionnaire. Donc c'est pas un fonds qui va du coup être liquidé un jour pour refaire un autre fonds, etc. parce que c'est le plus gros. Et les investisseurs aiment de manière générale investir dans les plus gros fonds pour éviter ça. Après, si demain on prend en considération, imaginons cet ETF-là, le dernier, le Xtrackers, qui a que 81 millions d'encours, si imaginons il décide de le liquider parce que c'est pas rentable, et vous perdez pas d'argent en soi. C'est juste que vous allez devoir vendre vos positions, donc récupérer cet argent, le réinvestir. Donc ça peut entraîner la partie fiscale directement. À l'inverse, si vous êtes sur des très gros ETF avec des très grosses tailles d'encours, vous diminuez forcément le risque. Dernièrement, il y a eu, il me semble, c'est un ETF de chez Lyxor qui était sur Lyxor Monde, il me semble, qui va s'arrêter très prochainement. Et ça arrive, ça peut arriver
plus l'encours est faible, plus il y a de chances que ça arrive parce que c'est pas rentable. Et sur le PEA, après, c'est une enveloppe capitalisante, donc c'est un peu différent. Il n'y a pas forcément la partie fiscalité qui va rentrer en jeu. Mais du coup, le plus pertinent en capitalisant, ça va être vraiment celui-ci, le iShare Core S&P 500. Et ensuite, si vous voulez vraiment percevoir un dividende, même si sur le S&P 500, il est très très faible, bah vous avez celui-ci de chez SPDR, donc le SPY5, avec des frais extrêmement faibles distribuants. Prenons en considération par contre que ça dépend d'où vous habitez, mais si vous êtes en France, là si ça verse un dividende, vous allez être fiscalisé automatiquement dessus chaque année, même s'il y a une année où vous êtes en baisse au niveau de votre portefeuille, vous percevez des dividendes, vous êtes fiscalisé. Et après, vous en avez aussi d'autres ici qui sont indiqués, mais vous voyez, il y en a beaucoup qui quand même ont des swaps juste là. Donc il y a un peu tout, du capitalisant, du distribuant, des frais aussi un petit peu plus élevés. Là, on est sur du 0,15, donc ça commence à être élevé pour un indice comme le S&P 500. Et après, surtout, pour ceux que ça intéresse, avant qu'on regarde CTO versus PEA, les ETF S&P 500 qui sont disponibles directement via le PEA. Donc aujourd'hui, il y en a 4 concrètement sur le marché. Donc il y en a 2 de chez BNP Paribas, un de chez Amundi et un de chez Lyxor. Bon, Amundi a racheté Lyxor, mais on va dire que voilà, il y a Lyxor, il y a Amundi. Donc le premier, c'est celui-ci, donc c'est le BNP Paribas, donc ESAP juste là. Le concernant, donc lui, la devise, il est coté en dollars. Éligible PEA, oui. Il a aussi un swap, donc c'est de la réplication synthétique, c'est pas de la réplication physique avec une réplication complète. Et au niveau de la taille du fonds, on est à 2,3 milliards. Donc ça commence à être quand même pas mal, parce que faut pas oublier que ce fonds-là, il est pour les personnes qui ont un PEA. Donc c'est que pour la France en soi, c'est des Français qui investissent dessus, qui ont fait en sorte qu'il y a 2,3 milliards. Donc il est quand même très très bien capitalisé. Et après, on va avoir aussi un ETF de chez Amundi, qui lui, son ticker, c'est 500, donc très simple. Aussi à 0,15%, capitalisant une nouvelle fois, aussi de la réplication synthétique juste ici, 2,2 milliards, donc un tout petit peu moins. Coté en euros. Après, dans tous les cas, sachez que ce soit en euros ou en dollars, ça ne changera pas grand-chose parce que si vous achetez un ETF S&P 500, en réalité, les positions, vous vous exposez quand même au dollar. Même si ici, il est coté en euros, vous vous exposez en dollars en achetant des actions US qui, elles, sont en soi en dollars. Après, du coup, on a aussi celui-ci qui est aussi chez BNP Paribas, ESE, qui est aussi très connu. Et pour le coup, lui, il est coté en euros. Les frais, c'est exactement les mêmes. 0,15 capitalisant swap, juste ici. Donc finalement, c'est un peu les trois choix de prédilection. Et après, on va en avoir un autre ici, un Lyxor. Par contre, faites attention, il y a un encours ici de 212 millions. Et pour le coup, on peut voir que en plus, Lyxor, ça a été racheté par Amundi. Alors, il ne me semble pas que c'est cet ETF-là qui va être arrêté. Je crois que c'était sur Le Monde. Bon, confirmez-le-moi en commentaire si jamais je me trompe. Mais du coup, voilà, ici, 212 millions. Si l'encours se développe encore plus de l'Amundi et que celui-ci, au final, en termes de gestion, ça prend autant de temps à gérer que cet ETF-là, c'est possible que Amundi, au bout d'un moment, décide d'arrêter avec le Lyxor PEA et donc de le liquider et que les investisseurs soient remboursés mais doivent le réinvestir, les fonds, etc. Après, il faut regarder le prix de la part. Là, je ne l'ai pas forcément indiqué sur le tableau, mais effectivement, les prix de part vont être différents. Des fois, une part d'ETF, ça peut être 15 euros, comme ça peut être 100, comme ça peut être 200. Donc, c'est très, très variable à ce niveau-là. Et du coup, concernant vraiment la partie PEA, le plus intéressant quand même, c'est les ETF de chez BNP Paribas qui sont très très bien, notamment ESE ici qui a une surperformance par rapport à l'indice de référence. Donc c'est un ETF qui est vraiment excellent. Maintenant, on va passer à la comparaison compte titre vs PEA. Est-ce qu'il est préférable d'avoir un ETF S&P 500 sur un PEA ou sur un compte titre? N'hésitez pas, avant que je vous partage tout ça avec les calculs, selon vous, qu'est-ce qui est le plus rentable avec un certain montant investi au bout de 30 ans, malgré la fiscalité et aussi en prenant en compte les frais de gestion, combien il nous reste dans la poche en soi de plus lorsqu'on investit plus sur un ETF directement sur compte titre ou sur PEA. N'hésitez pas à me partager tout ça. Donc du coup, on commence par le cas numéro 1. Alors le cas numéro 1, on est sur un ETF donc avec le PEA S&P 500, donc ESE, qui est juste celui-ci. En réalité, il surperforme légèrement le marché. Là, je ne l'ai pas ajouté parce que peut-être que dans le futur, ça ne sera pas forcément ça. Malgré que son ETF S&P 500, en fait, il surperforme son indice de référence, le S&P 500. Peut-être parce qu'il y a vraiment une très bonne gestion. Il s'organise peut-être d'une certaine manière. Donc la performance sur 30 ans, je suis parti sur 8% par an, que ce soit pour le CTO ou le PEA. Mais à ça, il va falloir enlever les frais. Donc les frais des ETF, pour ESE, on est à 0,15. Donc j'ai mis 7,85 net.
Prendre en considération que sur PEA aussi, souvent les frais d'ordre sont un petit peu plus élevés. Mais bon, là, je n'ai pas pris en considération cet élément-là. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple et de toute façon, vous allez voir la différence, elle est quand même assez flagrante en soi. Et le cas numéro 2, donc du coup, là, on est sur SX R8 juste ici, donc qui est le iShare tout en haut, juste là. Donc performance pareil, 8% par an. Frais d'ETF, donc 0,07. J'aurais pu prendre un ETF avec des frais un petit peu plus faibles, imaginons comme ce iShare là, mais le truc c'est que là on est sur du swap. Moi je voulais vraiment une réplication complète et j'aurais pu prendre aussi du 0,03, mais là c'est du distribuant. Je voulais prendre quelque chose de capitalisant exactement comme sur le PEA. Et donc du coup ça nous fait 7,93 par an. Voilà, moyenné encore une fois, hein, c'est pour avoir une idée globale. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc 150 000 euros pendant 30 ans sur PEA. J'ai mis comme si on avait le plafond actuellement, les fonds du PEA, 150 000. La valeur totale à 7,85, on est à 1 568 000. Et au niveau des intérêts, on est à 1 418 642. Juste après, vous inquiétez pas, on va faire la soustraction pour voir combien il reste dans la poche de chaque personne. Et de l'autre côté, on a du coup, via un compte titre, donc là 150 000 pendant 30 ans, on est à 1 606 000 et 1 456 000. Donc si on descend un petit peu plus bas au niveau de la fiscalité, donc 17,2 sur les intérêts. Donc concrètement, les intérêts, c'est 1 418 000. Donc au total, en termes de fiscalité, il faut payer 244 000 euros. De l'autre côté, fiscalité 30% sur les intérêts. Là, on est du coup sur 30%, donc 1 450 000 fois 30%, on est à 436 000 euros. On fait la petite soustraction. Donc au final, dans la poche de la personne ici, on est à 1 324 000 versus la personne sur compte titre est à 1 169 546 euros. Donc soit une différence de 155 090 euros. Donc il y a quand même une différence qui est assez importante. Donc ça peut montrer un peu la différence qu'il est possible. Après, bien entendu, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu, etc. Là, j'ai essayé de comparer des ETF similaires sur le même indice de référence, mais bien entendu, il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en jeu. En sachant que peut-être qu'au niveau du PEA, plus tard, ça changera, hein, le mode de fiscalité, ou peut-être qu'un jour, il y aura des impôts dessus. On ne sait pas forcément, peut-être des impôts réduits. Pareil pour le compte titre, en fonction du type de gouvernement. Si on a un certain type de gouvernement, la flat tax à 30%, c'est quelque chose qui peut potentiellement sauter et on peut se retrouver avec une taxe de 40, 45%, etc. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait à peu près le même sujet sur les ETF monde. Et sur les ETF monde, c'était plus intéressant à vérifier, mais il me semble que c'était ça, c'était plus intéressant sur compte titre avec cet exemple-là, parce qu'il y a vraiment une grosse différence en termes de frais entre un PEA et un compte titre sur des ETF monde. Par contre, là, sur des ETF S&P 500, on est à 2 fois. Concrètement, 0,07, on est à 0,15 ici, donc après x2. Sur du World, il y a vraiment une différence qui va de x3 à x4, où on va avoir du 0,40 sur des PEA, même 0,38, 0,45, alors qu'on a du 0,10 souvent, sur même 0,08 sur compte titre. Donc là, ça se réfléchit. Mais en tout cas, ça vous donne une idée. Si aujourd'hui, vous investissez sur un ETF S&P 500, déjà, vous avez une liste des ETF avec les tailles des fonds, le type de réplication, juste ici, la méthode de distribution, est-ce que ça verse un dividende ou non, le type de frais aussi juste ici, le ticker et aussi au final avec un certain montant investi. J'ai pris l'exemple de 150 000 et 150 000 sur 30 ans. On peut voir que la personne sur PEA ici gagne. Après, bien entendu, voilà, il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en jeu. Là, c'était pour prendre un exemple assez simple parce que c'est une personne qui investit 150 000 euros d'un coup. Ce n'est pas forcément le cas en général. Donc, une personne qui investit 300 euros par mois, là, il faudrait refaire les calculs pour bien regarder. Je pense qu'on est sur quelque chose aussi d'assez similaire à ce niveau-là. Mais ici, je n'ai pas pris non plus les prix des ordres et tout qui sont plus élevés. Mais c'est pour vous donner une idée et j'espère déjà que ce travail avec cette liste pourra vraiment vous aiguiller sur qu'est-ce qui est le plus intéressant. D'ailleurs, si vous recherchez à investir sur ces ETF, je vous mettrai le lien du courtier Trade Republic où vous avez quasiment tous ces ETF qui sont disponibles, mis à part pour cette partie-là où on est sur PEA. Si vous souhaitez d'ailleurs ouvrir un PEA pour investir plus au niveau, vous l'avez vu, pour la fiscalité, avoir quelque chose de potentiellement plus optimisé. Pareil, je vous mettrai le lien pour Boursorama. Actuellement, il me semble, c'est 110 euros offerts à l'ouverture d'un compte. Et Trade Republic, actuellement, il y a une action offerte, il me semble aussi à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à ça. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.